Bonjour, bienvenue à vous, si nombreux, pour ce débat autour du thème liberté d'expression sous pression, paix en danger, avec un point d'interrogation. Vous aurez vu la recherche sur les rimes. Pour être plus sérieux, en fait, voilà, cette thématique a une résonance aujourd'hui, particulière en France, puisque vous savez tous, on est bientôt au premier anniversaire, la date, les 1 an de l'assassinat donc du professeur Samuel Paty, qui justement avait été assassiné en cours lors d'un cours sur la liberté d'expression qu'il faisait à ses collégiens de 4e. Autre résonance aussi en France avec les procès, le procès qu'il y a en ce moment sur les attentats du 13 novembre 2015, qui fait suite aux attentats de janvier 2015 qui visaient notamment les journalistes et les dessinateurs de presse de Charlie Hebdo. Et donc, voilà, on évoquera un petit peu à la fin du débat la situation en France. Et notamment, peut-être vous aviez suivi il y a 1 an, il y a eu justement un appel en fait à défendre la liberté d'expression qui avait été lancé et suivi et signé par 120 médias à l'appel donc de Charlie Hebdo, ce qui montre que effectivement en France aussi la liberté d'expression vacille aussi un peu. Et évidemment, l'autre résonance plus globale et mondiale. Vous avez aussi suivi l'actualité récemment avec le retour notamment au pouvoir des talibans en Afghanistan, donc une autre atteinte à la liberté d'expression. Et évidemment, on parlera avec nos intervenants aussi tout à l'heure de la situation notamment de la répression des Ouïghours en Chine, le retour d'un pouvoir autoritaire aussi en Tunisie. Donc voilà, on va évoquer un petit peu tout ça, et notamment on fera un panorama sur la situation de la liberté d'expression et de la presse dans le monde, avec les principales atteintes voilà, qu'il y a. Et puis on fera aussi un petit historique avec nos intervenants sur les origines de la liberté d'expression depuis notamment la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, avant de continuer, donc, je vais vous présenter nos 3 intervenants. Donc sur ma gauche, vous avez donc Nadia Chiari, qui est donc dessinateur de presse tunisienne, et qui vous parlera tout à l'heure d'un de ses personnages fétiches qui s'appelle Willy from Tunis. Donc on verra tout à l'heure des dessins de presse qu'elle a fait, et elle racontera donc l'histoire de la genèse un petit peu de ce personnage qui remonte au printemps arabe, donc en 2011, pour dépeindre un peu le quotidien de l'époque. À ma droite, il y a Jean-Claude Samouillet, donc, qui est vice-président d'Amnesty International France. Amnesty International, ça doit vous dire quelque chose. Oui, vous connaissez cette association qui est très connue pour défendre les droits humains sous toutes leurs formes. Et voilà, donc Jean-Claude en parlera tout à l'heure. Et puis donc à ma droite, Antoine Bernard, donc de Reporters sans frontières, qui est aussi une association que vous devez connaître, qui défend la liberté de presse dans le monde et les droits des journalistes. Et Antoine, lui, plus particulièrement, est directeur plaidoyer et contentieux. Donc il nous expliquera tout à l'heure en quoi ça consiste. Et en fait, il est un peu le tracker des tueurs de journalistes, ou en tout cas des journalistes de ceux qui veulent empêcher les journalistes de s'exprimer, et pour essayer notamment de les juger. Voilà. Alors donc, pour commencer, l'idée était de faire un rapide historique justement de ce que vous avez peut-être appris en classe, mais voilà, au XXe siècle, d'où remonte la liberté d'expression et la liberté de la presse, qui est un droit inhérent à la liberté d'expression. Je laisse Jean-Claude. Oui, merci beaucoup, et puis bonjour à tous. Merci d'être si nombreux pour ce thème tellement essentiel de la liberté d'expression, et notamment de son impact sur la paix. Donc je ne vais pas remonter jusqu'à l'âge de bronze, mais je vais remonter à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est l'horreur absolue. C'est 60 millions de morts, notamment des civils, beaucoup de civils.
c'est des génocides, le génocide des Juifs, donc 6 millions de personnes qui ont été tuées, qui ont été assassinées, qui sont passées par les chambres à gaz. C'est également le génocide des Tziganes, et puis de tout un tas des homosexuels, des personnes handicapées. Donc c'est l'horreur absolue, et puis c'est l'horreur absolue avec 2 bombardements, c'est Nagasaki et Hiroshima, qui visent spécifiquement les populations civiles, et d'autres bombardements à Dresde, mais également dans votre région, à Caen aussi. Un Caen a été ratiboisé à 80%, donc c'est vraiment un moment de l'histoire qui est vraiment très très odieux et vraiment indigne. Et à la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, en 1945, il y a eu une période, entre 1945 et 1948, où la communauté internationale s'est dit on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on construise quelque chose, il faut que ce qu'on a connu, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'était l'émergence de l'Organisation des Nations Unies, c'était la création de l'ONU. Et là, l'une des premières tâches de l'ONU, c'était de créer les règles du jeu. C'est de se dire, ils se sont dit, la communauté internationale s'est dit, si on veut construire un monde en paix, il faut qu'on reconnaisse à chacun des êtres humains un certain nombre de droits. Et ce texte, qui est vraiment un texte fondateur, qui est un texte fondamental, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été votée, qui a été acclamée en 1948 au Palais de Chaillot à Paris. Et ce texte, l'article 1 de ce texte, dit expressément « tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité ». Et c'est un texte majeur parce qu'en 1948, presque tous les pays ont signé cette déclaration, alors que c'était encore l'époque de la colonisation, alors que c'était l'époque de l'apartheid, alors que les droits civiques aux États-Unis, par exemple, n'étaient pas reconnus. Donc c'était un idéal. Bien sûr, ça ne s'est pas retrouvé dans le droit de chacun des États, mais c'était un idéal à poursuivre. Donc l'article 1, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, quelle que soit sa race, sa religion, qu'ils soient hommes ou femmes, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit son appartenance ethnique. Et ça, c'était vraiment le principe fondateur. Et pour chacun de ces êtres humains, il y a une trentaine de droits qui ont été donnés. C'est en 2 paquets. Donc il y a les droits civils et politiques. Donc les droits civils et politiques, c'est le droit de vivre sa religion, c'est le droit de manifester pacifiquement, c'est le droit d'appartenir à un syndicat, c'est le droit d'appartenir à un parti politique, c'est le droit de participer à la vie de sa commune, de sa région, de sa nation, et c'est le droit d'expression. Droit d'expression qu'on va voir tout à l'heure, qui est un peu le garant de tous les autres droits. Et puis le deuxième bloc, ça c'était le bloc des droits civils et politiques, et le deuxième bloc, c'est le bloc des droits économiques, sociaux et culturels, donc le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit de vivre dignement, le droit à une nourriture équilibrée, tous ces droits qui font que la personne puisse vivre dans la dignité. Et tous ces droits sont universels, c'est-à-dire s'appliquent à tout le monde. Ils sont inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'en enlever à certaines personnes. Ils sont indivisibles, c'est-à-dire les États ne peuvent pas choisir un certain nombre de droits qui les arrangent et refuser un certain nombre d'autres aux personnes de leur territoire. Et c'est ce qu'on a connu pendant la guerre froide, la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Est disait au bloc de l'Ouest, oui, mais vous ne respectez pas les droits économiques, sociaux et culturels. Et le bloc de l'Ouest disait au bloc de l'Est, oui, mais vous ne respectez pas les droits politiques, civils et politiques. Et donc, tous ces droits sont interdépendants, c'est-à-dire que si on crève de faim, on ne peut pas manifester. Si on n'a pas suffisamment d'éducation, on ne peut pas jouir pleinement de son droit d'expression. Donc tous ces droits sont universels, inaliénables, indépendants et indivisibles. Mais celui qui sous-tend tous les autres, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des droits, mais il faut pouvoir les revendiquer. Et celui qui sous-tend tous ces droits, c'est le droit d'expression. C'est le plus important et en même temps le plus fragile. Le droit d'expression permet de revendiquer tous les autres droits. Mais quand un gouvernement prend le pouvoir, c'est le cas des talibans aujourd'hui en Afghanistan, mais il y a d'autres exemples, c'était le cas de Bolsonaro au Brésil, la première chose que fait ce pouvoir, c'est d'éradiquer, de restreindre le droit d'expression. Et les premières victimes, ce sont les journalistes, ce sont les dessinateurs de presse, ce sont les défenseurs des droits qui vont se retrouver en prison
parce qu'ils apportent une voix dissonante par rapport à celle du gouvernement. Donc c'est le droit le plus important parce qu'il permet de revendiquer les autres, mais c'est également le plus fragile puisque c'est le premier qu'un régime dictatorial va restreindre. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant, et vous qui allez être aux affaires bientôt, hein, d'ici 5-6 ans, ça va être votre planète, ça va être votre monde, il faut rester très vigilant sur la totalité de ces droits et sur le droit d'expression. Parce qu'il est garant, encore une fois, de tous les autres. Donc il ne suffit pas d'avoir des droits, mais en plus, il faut les revendiquer. Et c'est un peu notre travail aujourd'hui, à nous qui sommes sur cette table, et c'est votre travail demain, vous qui allez être aux affaires, qui allez devenir des adultes. Merci. Et donc, qui dit droit d'expression, dit aussi droit de liberté, la Bresse, qui sont souvent deux droits assez proches. Et donc, Antoine va prendre la suite. Donc, avec ce classement que vous avez aussi peut-être vu, l'organisation Reporters sans frontières dresse chaque année un panorama de l'état des droits des journalistes ou des atteintes aux journalistes dans le monde. Et donc voilà, je vais vous montrer la carte et Antoine va faire un focus sur justement des situations loin de chez nous et des situations aussi proches de chez nous, parce que voilà, cette liberté de la presse, elle est aussi menacée proche de nous. Bonjour à tous. Je m'appelle donc Antoine, je suis absolument ravi de partager ce moment avec vous toutes et tous. Vous connaissez peut-être ou pas Reporters sans frontières, mais la présentation en a été faite. La liberté d'expression sous pression, est-ce que c'est un danger pour la paix? Est-ce que c'est un danger au-delà de la paix pour la démocratie? Est-ce que c'est un danger pour vous, pour moi? J'espère qu'on va démontrer que oui, la liberté d'expression, on vient de comprendre ce que c'est l'oxygène qu'on respire, c'est ce que vous lisez, regardez, suivez, entendez, chaque instant, chaque minute, ce que vous dites, et qui vous permet de vous déterminer à chaque instant, à chaque minute, chaque jour, de vous déterminer dans vos choix. Je vais acheter ceci plutôt que cela. Je vais penser ceci plutôt que cela. Je vais voter bientôt c'est à vous. Ou je ne vais pas voter. Moi j'espère que vous le direz, je vais voter. Tout ça, c'est la liberté d'expression qu'il permet. Et est-ce qu'elle est sous pression, cette liberté, aujourd'hui ? Elle est extraordinairement sous pression, extraordinairement, et de deux façons différentes. D'une façon peut-être malheureusement simple à comprendre. Vous avez quelle heure là maintenant ? Moi j'ai 10h40. Vous avez quelle heure vous ? Ouais. Exactement maintenant, à Istanbul, en Turquie. Vous voyez sur la carte ? C'est un petit peu, vous voyez où on est là, vous voyez quand ? Vous situez à peu près Paris sur la carte là, qui est sur l'écran. Vous allez un petit peu vers l'est, vers la droite de la carte. Et là, vous arrivez sur la Turquie, vous voyez. Voilà. Et bien là, en ce moment même, j'ai un ami, un collègue. Il est journaliste, il représente Reporters sans frontières en Turquie depuis 20 ans. En ce moment, il est en train de franchir la porte du palais de justice d'Istanbul parce qu'il est, pour son travail de journaliste, poursuivi pour soi-disant terrorisme. Et il encourt 15 ans de prison. C'est là, maintenant, ça va se jouer. C'est un procès bidon, hein, bien sûr. Ça fait des années, 5 ans. Vous aviez quel âge il y a 5 ans ? Vous voyez, lui, il y a 5 ans, ça commençait la procédure contre lui. Ça commençait. Depuis ces 5 ans, il a même été acquitté. Il y a un juge qui a dit « Ah non, mais c'est n'importe quoi de vous poursuivre pour une activité légitime, celle de journaliste, celle de collecter des informations, de les vérifier pour les partager, celle de nous informer. » Et puis, l'État a fait appel et paf, un nouveau procès. Donc moi, la liberté sous pression, c'est d'abord ça.
Alors on parlera de la situation en France tout à l'heure qui n'est pas extraordinaire. La France, dans ce classement de 180 États que Reporters sans frontières publie tous les ans, c'est tout un travail qu'on fait toute l'année, la France, elle est en 34e position. Ce n'est pas extraordinaire. Elle est quand même dans les 2 premières catégories, celle où c'est très favorable ou favorable l'environnement de la liberté de la presse. Mais cette catégorie des États qui ont un environnement très favorable à la liberté de la presse, c'est celle qui est en blanc sur la carte. Vous voyez les États en blanc sur la carte? Ils sont tout à fait au nord, là-haut, là. C'est surtout les pays scandinaves. Vous savez combien ils sont en 2021? Ils sont 12. 7% des États de la planète. 12. Et les États qui sont en revanche dans une situation extrêmement préoccupante, difficile, ils représentent 73% des États de la planète. 132. C'est ceux qui sont en noir, ceux qui sont en rouge, ceux qui sont en orange sur la carte. Vous voyez, il y en a beaucoup. Hein. Et vous voyez, il y en a qui ne sont pas très loin d'ici. Hein. Je voudrais prendre 2 exemples sur cette pression, entre guillemets, classique contre les journalistes, contre la liberté d'expression, parce qu'il y a d'autres pressions qui sont un peu plus compliquées, mais dont on parlera tout à l'heure. 2 exemples rapides. Le premier exemple, c'est la Bélarus. Vous savez où c'est, la Biélorussie? Vous voyez, le pays en rouge qui est juste, qui est à 2250 km de Caen, très exactement, 2000. Vous voyez, de Caen, vous allez à Marseille, en voiture, ça prend 10 heures, et ben vous mettez 10 heures de plus, et vous vous retrouvez à Minsk, en Biélorussie. C'est quand même tout près, hein, c'est tout près. En Biélorussie, c'est depuis l'année dernière, ça ne date pas de l'année dernière, mais depuis le 9 août 2020, la liberté de la presse, c'est pratiquement terminé. Il y a des journalistes qui essayent malgré tout de faire leur boulot pour nous, hein, pour vous, pour moi, juste pour qu'on sache, pour qu'on essaie de comprendre ce qui s'y passe. Mais ils sont en effet la cible numéro 1, absolument numéro 1. Ils sont aujourd'hui 30 qui sont en prison. Des Hérol, mon collègue d'Istanbul, à Minsk, il y en a 30 qui sont en prison pour avoir fait du journalisme, simplement. Alors, ils sont poursuivis pour des tas de noms formidables. Hein. Souvent, c'est terrorisme, c'est très à la mode, mais ça peut être plein d'autres choses, qui sont plein de prétextes pour les réduire au silence. Hein. Et puis, il y a une association de journalistes qui s'appelle l'Association Bélarusse des journalistes, Belarus Association of Journalists, BAJ, qui est une association absolument formidable avec 1800 journalistes. Elle, c'est très simple. Le 27 août, elle a été juste purement et simplement liquidée. Ça s'appelle une liquidation juridique, c'est la Cour suprême qui a décidé ça, pour un prétexte complètement bidon aussi, complètement bidon. Soi-disant, un de leurs bureaux dans une région n'avait pas d'adresse postale, ce qui était faux. Hein. Mais ils ont pris ce prétexte et ça a été suffisant pour la Cour suprême. Voilà, ça c'est juste un exemple ici. Et puis il y a plein d'autres exemples. L'Afghanistan, on y reviendra, le temps passe un peu trop vite. Ce que je voulais vous dire surtout pour conclure, c'est que face à ces situations-là, des gens agissent, des journalistes, mais pas seulement. Et vous pouvez agir. Et vous pouvez agir pour essayer de faire en sorte de préserver cette liberté tellement précieuse, tellement ténue, qui aujourd'hui n'existe vraiment que dans, je l'ai dit, 12% des États du monde qui fournissent un environnement très favorable à la liberté de la presse. Se battre, c'est ce que fait Reporters sans frontières. Moi, ce que je fais à Reporters sans frontières, c'est d'essayer de faire que les auteurs de cette répression contre les journalistes ne restent pas impunis. Aujourd'hui, ça ne coûte rien de neutraliser un journaliste. C'est triste à dire, c'est incroyable, mais tuer des journalistes, aujourd'hui, ça ne coûte rien parce qu'on n'est pas jugé. À 95% des fois, dans 95% des crimes, c'est l'impunité. Moi, mon boulot,
c'est d'essayer de faire en sorte, pour rester sur la Biélorussie, que les responsables de cette persécution des journalistes rendent des comptes devant un juge. Alors on va essayer de trouver des moyens. Évidemment, ça ne va pas être le juge de Biélorussie, puisque le juge de Biélorussie, il a décidé de liquider l'association des journalistes. Donc on va essayer d'aller chercher un juge dans un autre pays qui serait compétent. Et c'est comme ça qu'on a pu, là, dans ce cas, trouver le juge de Lituanie, qui est le petit pays qui est en jaune à côté de la Biélorussie, tout en haut, un État balte, membre de l'Union européenne. Et son juge s'est trouvé compétent. Et il a ouvert une enquête. Et il a ouvert une enquête pour détournement d'avion avec intention terroriste par le président de la Biélorussie, qui a fait détourner un avion dans lequel il y avait un journaliste pour arrêter ce journaliste. Vous vous souvenez peut-être, c'était cet été, le vol Ryanair, il l'a fait voilà, pour choper le journaliste qui était dedans. Et c'est pour terroriser ce journaliste, mais tous les autres journalistes. Et puis au-delà, les défenseurs des droits humains, etc., en Biélorussie. Et on a trouvé ce juge, qui est un procureur, qui a décidé d'ouvrir une enquête, y compris contre ce président, cette fois pour une vraie intention terroriste, celle de terroriser son peuple. C'est ça ce qu'on essaie de faire, et vous pouvez avoir un rôle pour soutenir ces journalistes qui n'attendent que vous, hein, qui n'attendent qu'un signal de solidarité de nos parts, à chacun, à chacune, par les réseaux sociaux, par tout ce qu'on peut, pour continuer de trouver le courage de résister. Merci. Et là, je crois qu'il y a aussi une actualité. Il y a une activiste biélorusse qui a été condamnée à 11 ans de prison, qui a reçu un prix européen, là, aujourd'hui le prix Václav Havel, aussi dans cette thématique. Merci. On va continuer avec Nadia. Donc là, on va avoir un témoignage de l'intérieur, justement, d'une personne, d'une journaliste qui a décidé de résister avec ses dessins et son personnage. Donc si vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de Willis from Tunis, qui est donc votre œuvre majeure, j'allais dire, votre personnage qui vous a fait connaître. Et voilà, si vous pouvez expliquer un petit peu le contexte de l'époque, parce que je pense que le printemps arabe, c'est peut-être une notion un peu floue, donc pourquoi pas le développer aussi un peu. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être avec vous et heureuse de voir l'intérêt que vous avez pour ce qu'on raconte. Ça fait plaisir de voir cette jeunesse. Et souvent, quand on me demande de parler de la liberté d'expression et de la liberté, je réponds que je suis plus spécialiste en censure et en absence de liberté. Je suis née en Tunisie et j'ai dû attendre presque 36 ans, l'âge de 36 ans, pour pouvoir m'exprimer librement. Donc c'était très long. On avait un président qui s'appelait Ben Ali et qui restait 23 ans au pouvoir. Et lui, sa famille et sa belle famille voulaient piller le pays, en fait, tout simplement. C'est des voleurs. Et ils ne voulaient pas être dérangés pendant leur pillage. Donc ils interdisaient à tous les journalistes, à qui que ce soit, de toute façon, de s'exprimer ou de critiquer ou de remettre en question leur politique, entre guillemets. Et il y avait beaucoup de complices dans la population. Hein. Pratiquement un tiers des Tunisiens faisaient partie du RCD, le parti de Ben Ali. Et Ben Ali était policier à l'origine, il était ministre de l'Intérieur et il a fait un coup d'État. Et donc on avait une dictature policière. La police était partout, extrêmement présente. Et ça donnait à des pratiques assez atroces, la torture, l'humiliation, ça c'est le truc minimum, mais torture et puis assassinat aussi. Et c'était très difficile de pouvoir s'exprimer, quasiment impossible. J'ai toujours rêvé de faire du dessin de presse, du dessin satirique. En fait, quand j'ai eu mon bac, je suis venue en France pour faire mes études supérieures. Après, je suis rentrée. Et j'ai découvert en France cette liberté d'expression, ces journaux satiriques à la télé, les guignols de l'info, etc. Je découvrais tout ça et je voyais que les gens pouvaient se moquer, tourner en dérision, remettre en question les politiciens, le président, les ministres, les députés. Et je trouvais ça génial. En plus, à travers le rire, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est l'humour, parce qu'il fallait en avoir de l'humour pour vivre en Tunisie à l'époque. Et je rêvais de faire du dessin de presse. J'admirais énormément Plantu, Ciné, Dilem, un dessinateur de presse algérien génial.
Et je rêvais de faire ça, mais ce n'était pas possible. J'avais un collègue dessinateur de presse qui s'appelle Z, qui avait un blog qui s'appelait Débat Tunisie, qui s'appelle toujours Débat Tunisie, il continue à publier, mais son blog était censuré. En fait, Internet, à l'époque de Ben Ali, était censuré. C'est-à-dire que si on voulait visiter des sites qui pouvaient remettre en question la politique de Ben Ali, ou Ben Ali lui-même, ou sa famille, ou qui faisaient des révélations à leur sujet, tout ça a été censuré. C'est-à-dire, voilà, par exemple, je voulais aller sur ce site, et j'avais une page d'erreur, Error 404 not found. Et ça, c'était la cyberpolice. Nous, on l'appelait Amar 404. Et on savait qu'ils étaient là, qui nous empêchaient de visiter tous les sites qu'on voulait. Par exemple, YouTube, on ne pouvait pas y accéder. C'était interdit aussi. Donc, on accédait à très très peu de choses. Les journaux aussi, les journaux locaux étaient évidemment censurés. On avait tous les jours, en achetant les journaux, en première page, la belle photo de Ben Ali avec les louanges au président. Donc, vous pouvez imaginer qu'il n'y avait pas de critique. Et les journaux étrangers, on en avait quelques-uns qui arrivaient, mais lorsqu'ils avaient l'impudence de critiquer Ben Ali, les journaux étaient interdits. Là aussi, on ne les trouvait pas en kiosque. Les livres aussi, tous les livres qui pouvaient critiquer Ben Ali, on ne pouvait pas y accéder. Voilà, c'était fermé totalement. On était dans une sorte de prison à ciel ouvert. Et même nous, en tant que citoyen, on ne pouvait pas s'exprimer. Si on osait critiquer, on avait de gros soucis. Et donc, je parlais de ce dessinateur Z qui, à l'époque de Ben Ali, lui vivait en France et avait son blog. Il était anonyme, il est toujours, et donc faisait ses dessins, écrivait des textes aussi pour critiquer le régime de Ben Ali. Et une jeune activiste tunisienne, Fatma Riehi, a été arrêtée parce que la police pensait que c'était elle qui faisait ses dessins. Et donc elle a été emprisonnée, et Z a continué à publier des dessins et à écrire pour prouver que ce n'était pas elle, et là ils l'ont relâchée. Donc même pour des dessins, on pouvait aller en prison. Et c'est en 2011, lorsque il y a eu ce qu'on a appelé la révolution, Ben Ali a fui en Arabie Saoudite, et du jour au lendemain, on était libre de nous exprimer, et je peux vous dire que c'était merveilleux. Merveilleux, c'est une libération. Moi, je me suis sentie naître comme un enfant qui vient de naître et qui pousse son premier cri. Alors, on était tous dans le même état, donc bon, ça criait un peu partout, c'était un peu une cacophonie, mais c'était quand même génial. Et je me souviens, voilà, moi, à ce moment-là, en fait, c'était Ben Ali, il faisait une série de discours en janvier 2011 pour se maintenir au pouvoir, parce qu'il voyait que les gens sortaient dans la rue et demandaient et réclamaient son départ. Et c'est pendant un de ces discours qu'il nous a annoncé tout plein de très jolies mesures et des belles promesses pour l'avenir pour rester au pouvoir, dont la libération de la parole, la levée de la censure sur les médias et Internet. Alors tout de suite, on est parti nous connecter pour vérifier si c'était vrai. Ça l'était. Et j'ai commencé à publier mes premiers dessins à ce moment-là. Et j'ai créé un profil sur Facebook. Et j'ai un chat qui s'appelle Willis. Et voilà, il y aura les dessins qui vont défiler, comme ça vous verrez. Et mon chat, je l'ai toujours dessiné dans des situations de chat, voilà, tout simplement. Et je me suis dit, je vais l'utiliser comme avatar pour témoigner, pour raconter, et puis surtout pour faire sourire les gens autour de moi, parce que même si c'était merveilleux comme moment, c'était quand même assez difficile. Et au bout d'une semaine, j'ai eu des milliers de personnes qui se sont abonnées, et ça a pris une ampleur qui m'a complètement dépassée. Et je me retrouve aujourd'hui avec vous, 10 ans après. Et c'est génial parce que c'est une révolution artistique aussi pour moi. J'ai pu enfin faire ce que je voulais et m'exprimer librement. Alors ça n'a pas duré, hein. Les tentatives de nous faire taire sont revenues très 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 vite. Dès janvier 2011, enfin moi j'ai des souvenirs, je faisais partie d'un collectif de graffeurs. Et on s'est dit, on va aller investir toutes les maisons de la famille de Ben Ali et de sa belle famille, parce qu'ils avaient tous fui, ils avaient laissé leur maison, et donc les gens allaient visiter ces palaces, ces maisons énormes avec une déco, mais horrible. Enfin, ils avaient très mauvais goût, l'argent du peuple a servi à faire des trucs très moches. Et on est parti, en fait, graffer dans toutes ces maisons à l'intérieur, parce qu'on savait que la population visitait ces maisons. Et donc, pour faire passer un message politique, le mieux, c'était la rue et ces maisons, pour le symbole aussi.
Et donc, se retrouver dans le salon du beau-frère de Ben Ali et lui refaire la déco, je peux vous dire que c'était un plaisir inouï. Et ça, la liberté, oui, ça c'est bon. Et on a continué, et j'ai continué à dessiner. Malheureusement, quelques mois plus tard, il y a eu une organisation d'élection et les islamistes, le parti islamiste Ennahda a eu une majorité relative de voix pour l'Assemblée des représentants du peuple. Et là, ils ont commencé à imposer un peu une nouvelle forme de censure, beaucoup plus morale, une idéologie différente. Et ils ont voulu nous faire taire à nouveau. Malheureusement, une fois qu'on a goûté à la liberté, on sait, parce que quand on ne sait pas ce que c'est, on n'en connaît pas le prix, on ne connaît pas la saveur, mais une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus lâcher, quoi. Et donc, les Tunisiens et les Tunisiennes se sont battus pour ne pas se laisser faire, mais c'est fatigant, c'est usant, et encore aujourd'hui, on continue à nous battre pour conserver cette belle liberté qu'on essaye de nous grappiller un tout petit peu tous les jours. Alors que justement, une sorte de retour de pouvoir autoritaire aussi se profile. On ne sait pas, là actuellement la situation elle est extrêmement floue, donc, mais à partir du moment où on a une personne qui tient tous les pouvoirs dans un pays, ça sent pas super bon. Donc on va voir ce qui va se passer. Moi en tout cas je continue à dessiner, je continue à critiquer les ministres, les députés, les différents partis politiques. Moi ceux que je critique sont ceux qui sont au pouvoir à chaque fois, parce que c'est eux qui ont le pouvoir, donc c'est eux dont je remets en question les décisions ou le mode de pensée. Maintenant, donc, je continue à le faire, on verra jusqu'à quand. Merci. Alors, justement, peut-être justement sur les atteintes à la liberté d'expression ou de presse, on peut évoquer peut-être aussi le cas des Ouïghours en Chine, qui sont assez emblématiques d'un peuple dont on éradique les droits, l'identité. Alors, les Ouïghours, donc, c'est une minorité religieuse, musulmane, en Chine, dans le Xinjiang, qui est une région au nord-est de la Chine. Alors, on parle beaucoup des Ouïghours, mais il y a également des Kazakhs, il y a également des Tadjiks, il y a également des Ouzbeks, c'est-à-dire que toutes les minorités musulmanes en Chine sont persécutées. Et pourquoi ? Pour la raison pour laquelle le gouvernement chinois veut une société homogène, c'est-à-dire une même culture, la culture Han, qui est la culture dominante, qui est la majorité de la population, qui est Han, et puis une culture communiste et laïque. Et donc tout ce qui peut ressembler à une autre culture les gens font l'objet de persécutions par le gouvernement chinois. Il suffit d'avoir une barbe un peu trop longue, il suffit d'avoir un Coran chez soi, il suffit d'être en contact avec des Ouïghours qui ont émigré en Europe, aux États-Unis, pour être enfermés dans des camps d'éducation, dans des camps de transformation par l'éducation, par des camps de redressement. Et ces camps, il y a 1 million de personnes qui sont aujourd'hui, enfin d'après les estimations, parce que encore une fois, on ne sait pas, le gouvernement chinois cache tout ce qui se passe dans ces camps et cache la situation dans le Xinjiang. Et nous estimons qu'il y a 1 million de personnes dans les camps. Et donc la journée commence le matin par des cours de mandarin, qui est la langue chinoise. Donc les personnes ouïghours ou les personnes des minorités musulmanes ne peuvent plus parler leur langue sous peine de punition. Ensuite, il y a des cours d'histoire de la Chine. Et ensuite, il y a des cours, surtout des cours d'idéologie, c'est-à-dire qu'on apprend le marxisme à la chinoise, on apprend comment il faut penser. On veut éradiquer la culture ouïghour et la culture des minorités musulmanes en Chine. Et parfois, une personne qui parlerait ouïghour à un autre prisonnier se retrouve dans les chaises du tigre. C'est-à-dire, c'est des chaises hautes, métalliques, dans lesquelles les bras, les jambes sont entravés, dans des positions très très inconfortables, voire très douloureuses, et la personne peut rester des jours et des jours, des semaines sur ces chaises, certaines en meurent. Et parfois, en plus d'être dans ces chaises du tigre, les personnes sont soumises au froid intense, sont soumises à la faim, sont affamées, reçoivent des coups de bâton, reçoivent des gifles. Donc non seulement les personnes sont entravées dans des chaises métalliques, mais en plus sont torturées.
Hein, donc, et ça, c'est pour la moindre petite faute, pour la faute la plus bénigne, celle de parler à une personne qui est dans une chaise du tigre, celle de parler le ouïghour, celle de ne pas comprendre assez vite les règles de l'idéologie ou du mandarin, etc. Et donc, et non seulement, alors 1 million de personnes, hein, c'est colossal, hein, enfin, c'est vraiment une société complète qui est en prison, hein, qui est au bagne. Ils sont 11 millions, je crois, donc c'est 1 oui, sur... Oui, c'est 1 sur 10. Mais non seulement c'est dans les camps de redressement que les gens subissent les mauvais traitements, mais c'est également toute la société, tout le pays, toute la région. Il y a des milliers de postes de police dits de proximité qui sont en fait des checkpoints pour savoir ce que font les gens. Il y a une surveillance de masse qui est très très aboutie, qui est très élaborée en Chine. La reconnaissance faciale permet de distinguer les personnes qui sont Han, c'est-à-dire chinoises, des personnes qui sont ouïghours ou d'une autre minorité musulmane. Et donc, les familles sont séparées. Ainsi, il y a des ouïghours qui vont travailler à l'étranger. Les enfants sont enlevés aux grands-parents pour les mettre dans les fameux centres de redressement. Donc, tout ceci fait dire à Amnesty International, et on pèse nos mots, qu'il s'agit de crimes contre l'humanité. Donc vous savez qu'il y a 3 crimes majeurs en droit international. Il y a le crime de génocide, hein, c'est éradiquer une population entière, enfin une culture entière, une communauté entière. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, le génocide juif ou tzigane. Ensuite, il y a le crime contre l'humanité, c'est quand c'est des persécutions de masse, organisées, massives. Et donc nous, on estime qu'aujourd'hui, dans le Xinjiang, c'est des crimes de l'humanité sont perpétrés. Et puis après, il y a les crimes de guerre. C'est par exemple bombarder une école ou bombarder un hôpital. Ce sont des crimes isolés. Mais alors que le crime contre l'humanité est organisé par le pouvoir en place. Certaines autres associations, certains hommes politiques considèrent qu'il s'agit d'un crime de génocide. Amnesty ne considère pas qu'il s'agit d'un génocide, mais en reste au crime de l'humanité. Mais c'est effroyable ce qui se passe dans le Xinjiang. C'est éradiquer une culture, en fait. Hein. C'est acculturer tout un peuple. C'est l'empêcher de penser selon ses règles, selon sa culture. Et c'est vraiment quelque chose d'effroyable. Et bien évidemment, le gouvernement chinois fait tout ce qu'il peut pour que ça ne se sache pas dans le pays, mais également, et vous pourriez peut-être en témoigner, également en France. Enfin, également à l'étranger, dont la France, quoi. Donc c'est le droit les journalistes, bien sûr, les défenseurs des droits, les dessinateurs, je ne sais pas s'il y en a en Chine ou dans le Xinjiang, mais évidemment, ils n'ont pas le droit d'expression, sont emprisonnés les premiers pour que tout ce qui se passe ne se sache pas et que l'impunité puisse perdurer. Merci. Effectivement, une petite anecdote, je m'occupe de Quotidien Jeunesse, et on a fait justement une une sur les situations des Ouïghours en Chine, donc mon quotidien qui s'adresse aux 9-12 ans. Et on a reçu donc de la part de l'ambassade de Chine, d'associations chinoises en France, des demandes de mise en demeure, de retirer l'article avec menace de poursuite judiciaire. Donc vous voyez, même en France, cette liberté d'expression peut être aussi contestée de cette manière-là. Avec Antoine, on peut peut-être dire un petit mot sur l'Afghanistan. Oui, l'Afghanistan, avec notamment peut-être cet appel de 103 journalistes. Alors, oui, bien sûr, l'Afghanistan, je suis sûr qu'on se dit tous, c'est très très loin, quoi. C'est très très loin, c'est peut-être très 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 différent. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être notre vie quotidienne. Et pourtant, c'est complètement notre vie quotidienne parce que ce sont des concitoyennes et des concitoyens qui pourraient être là dans cette salle avec nous en train d'avoir la même conversation exactement sur les mêmes sujets. Et là, ils sont vraiment, vraiment sous pression à cause de leur liberté d'expression. Il vient d'y avoir une conquête du pouvoir par la force. Un gouvernement qui est tombé. Bon, c'est une très longue histoire, l'Afghanistan, elle est très compliquée, on ne va pas la faire ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu changement de régime le 15 août, hein, pendant qu'on était en vacances. Les talibans ont repris le pouvoir. Ils étaient déjà au pouvoir de 1996 à 2001. Puis en 2001, ils ont été chassés du pouvoir. Et ce qui est important pour notre conversation, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre 2001 et le 15 août 2021, pendant ces 20 ans, en matière de liberté d'expression en Afghanistan, dans un cadre qui permettait certaines libertés. Par exemple, le journalisme est apparu. Pendant ces 20 années, il y a eu, comme vous, des élèves qui sont devenus lycéens et lycéennes, qui sont devenus étudiantes et étudiants, et qui ont eu envie de faire du journalisme, jusqu'à devenir 20 000. 20 000 journalistes en Afghanistan.
Par comparaison, en France, il y a, pour les seuls journalistes qui ont la carte de presse, il y a aussi des journalistes qui ne l'ont pas, mais pour ceux qui l'ont, je crois qu'il y a 36 000 ou 37 000 cartes de presse en France. Donc, vous voyez, il y a 20 000 journalistes en Afghanistan, qui est un pays de 35 millions d'habitants, c'est bien. Hein. Et parmi ces 20 000, il y a 2 000 femmes journalistes et travailleuses des médias aussi. Dans une société extrêmement tyrannique, y compris à l'égard des femmes pendant le premier régime des talibans, très patriarcale, très contrainte, le fait qu'il y ait, c'est pas 2000, c'est 1800 pour être exact, femmes journalistes ou travailleuses des médias, c'est extrêmement important. Depuis le 15 août, grosse inquiétude, très 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 grosse inquiétude, parce que ce régime avait une politique d'éradication des libertés et des citoyennes et des citoyens qui veulent les pratiquer, et en particulier dans les domaines qui pour eux sont les plus sensibles, les plus précieux. La liberté d'expression, le journalisme, la liberté de la presse, c'est un de ces domaines. Les droits des femmes, c'est un de ces domaines. Donc vraiment, ils ont éradiqué. Ces conquêtes-là des 20 dernières années, est-ce qu'elles vont subsister ? Aujourd'hui, on peut avoir des sérieux doutes, des sérieuses craintes que ça subsiste. Les premières mesures qui ont été prises par ce nouveau régime depuis le 15 août, vous voyez, ça fait un mois, hein, ça a été d'essayer de ne pas faire en apparence les mêmes bêtises qu'il y a 24 ans quand ils ont pris le pouvoir la première fois, c'est-à-dire fermer le banc, terminer, il n'y a plus de liberté. Ils essayent de donner un peu des gages, ils ont besoin d'alliés internationaux, ils ont besoin de durée, et donc ils essayent de dire, allez, on va pas jeter ces 12 000 journalistes en prison. Ils ne le disent pas, c'est pas ce qu'ils disent. Ils tiennent un discours qui est un peu plus, qui se veut un petit peu plus élaboré. Mais il suffit que quelques jours passent et les masques tombent. Ils ont édicté les premières règles applicables aux médias et aux journalistes, à ces 12 000 journalistes en Afghanistan, 11 règles qu'ils ont annoncées à une réunion comme la nôtre, comme ça, avec des médias afghans. Et ces règles signifiaient contrôle, contrôle et contrôle de l'information, de l'exercice du journalisme. Voilà. Un cadre extrêmement étroit. Un cadre dont nous pensons à Reporters sans frontières qu'il pose les bases même juridiques, pour une éventuelle persécution des journalistes à cause de leur activité journalistique. Donc on voit c'est quelque chose de très préoccupant, dangereux, précaire. Et en effet, beaucoup de journalistes n'ont pas pu, qui avaient peur, hein, qui voulaient vraiment partir, qui se planquaient pendant les premiers jours du régime, qui se planquent encore maintenant. Hein. Vous voyez, vous avez vos téléphones, eux, ils ont pris le 15 août, ils ont pris leur téléphone, ils ont vidé tous leurs comptes, tous leurs messages, tous leurs historiques, qui étaient pour qu'on ne puisse pas tracer ce qu'ils disaient, ce qu'ils échangeaient, comment ils s'exprimaient. Donc ils ont effacé tout ça, ils se planquent parce qu'ils n'ont pas pu partir. Et là aujourd'hui, là aussi, pour vous, vous vous dites-vous, mais eux c'est nous. Eux c'est nous. Ils ont beau être très très loin. En réalité, ce qui se passe là-bas n'est pas circonscrit à ce pays-là. Ça se passe partout, ça se passe ne serait-ce qu'ici. Pourquoi ? Parce que vous allumez vos réseaux sociaux et vous êtes en Afghanistan, si vous voulez. Donc rien que pour ça, ce qui se passe là-bas nous concerne. Et parce que plus la contrainte gagne du terrain sur la liberté d'expression, au Bélarus, en Afghanistan, devant le tribunal d'Istanbul où se trouve Erol maintenant, plus notre propre espace en réalité se réduit. Cette bataille, elle est là-bas, elle est partout. Cette bataille pour le droit de dire, d'exprimer ce que nous voulons. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose, Jean ? Oui, oui, il y a
une initiative par des théâtres et des centres dramatiques, des centres culturels français qui se sont organisés en collectif, informel, et qui ont fait venir des artistes, des comédiennes, des photographes, des dessinatrices, des personnes qui travaillent, des femmes qui travaillent dans la mode en Afghanistan, qui ont réussi à les exfiltrer et à les faire venir en France à résidence, c'est-à-dire qu'elles pourront vivre de leur travail en France. Et ces personnes sont Hazaras en plus. Donc, sous le régime des talibans, être femme, être journaliste, être dessinatrice, travailler dans la mode, être comédienne, c'est déjà très 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 grave. Et en plus d'être Hazara, c'est-à-dire la minorité chiite dans une majorité sunnite, c'est encore plus grave. Et ces personnes, le week-end dernier, c'était le campus d'Amnesty et on les a invités comme invités d'honneur parce que vraiment c'était poignant et ils ont témoigné de choses poignantes. Et effectivement, la liberté, la restriction, la réduction des libertés, le fait que les filles et les petites filles n'aillent plus à l'école. Comment voulez-vous jouir de son droit d'expression si on ne peut plus à l'école, si on ne peut plus aller à l'école, si on ne peut plus apprendre à s'exprimer? Et c'était vraiment poignant. Et puis le soir, il y avait un orchestre cajun et on a tous dansé, y compris ces dames afghanes, avec les mêmes mimiques, avec le même entrain, avec le même sens du rythme que nous tous, que vous tous, lorsque vous allez danser. Et on se disait, mais comment pouvons-nous en arriver là? Comment pouvons-nous tolérer un régime qui interdit la musique, qui interdit la danse, qui interdit la comédie, qui interdit le théâtre? Comment peut-on en arriver là? Et donc il faut être vigilant. Il faut qu'à nous tous, à notre niveau, à notre petit niveau, nous disons stop, stop, on ne peut pas tolérer ça. Et voilà, c'était ce que j'avais à dire Merci. devant vous. Alors, on voudrait évoquer un autre point sur qui dit liberté d'expression, ne dit pas forcément absence de règles. Alors justement, pour revenir avec Nadia sur ses dessins de presse, justement, vous disiez tout à l'heure par rapport à la censure, est-ce que vous vous autocensurez, est-ce que vous vous permettez tout, quelles sont les limites que vous vous posez par rapport à ce que vous exprimez dans vos dessins? C'est vrai que dès qu'on parle, oui, de liberté, on parle de limite de cette liberté. Et moi, c'est même pas des limites que je m'impose, c'est tout à fait normal pour moi de ne pas faire certains types de dessins, comme par exemple faire des dessins où je vais diffamer quelqu'un, je vais mentir sur quelqu'un, ou transformer, ou faire de l'intox, quoi, de la désinformation. Ça, je ne le ferai jamais. Je ne ferai jamais de dessins qui vont inciter à la haine d'autrui, qui que ce soit, jamais de dessins homophobes ou islamophobes ou antisémites ou racistes ou sexistes. Enfin, mais c'est pas que je m'en empêche, c'est que je peux pas. Et voilà, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est mes seules limites, mais je pense, comme je le disais tout à l'heure, j'ai goûté à cette liberté et je veux l'exercer pleinement. Et c'est une manière de la protéger aussi, de l'exercer. Et c'est pas uniquement les dessinateurs qui doivent, ou les journalistes qui doivent endosser ce rôle. C'est tout le monde doit s'exprimer librement, évidemment dans le respect entre guillemets de l'autre, parce qu'il faut de l'irrévérence aussi. Hein, après, le respect. On ne sait pas le curseur où le placer, mais bon, moi je ne considère pas que je manque de respect à quelqu'un lorsque je le dessine. L'essentiel pour moi, c'est de faire poser des questions au lecteur en regardant mon dessin, le faire rire bien sûr, mais si je peux le faire réfléchir avec un dessin, c'est encore mieux. Mais le souci, c'est que on n'est pas. Ça m'est arrivé d'avoir des représailles, mais c'est toujours téléguidé. C'est pas à cause d'un dessin en particulier ou quoi. Ou alors, je veux dire, ils vont trouver une excuse de toute façon. C'était en 2012. On organisait une grande foire d'art contemporain et à l'époque, je tenais une galerie d'art où j'exposais essentiellement des graffeurs, des gens qui faisaient du graphisme, dans le dessin essentiellement, de la peinture. Et il y a un huissier notaire du parti d'Ennahda qui est venu un dimanche matin, il bosse le dimanche maintenant, et qui est venu dans la galerie nous demander de décrocher des œuvres parce qu'il les considérait immorales, ou en tout cas qui ne correspondaient pas à sa morale. J'étais là, mais attends, mais ça va pas la tête. Donc non, ça reste là. Et plus l'expo, elle durait déjà depuis 10 jours et les Tunisiens l'ont visité et toutes sortes des familles, des gens religieux ou pas, il n'y avait rien qui dérangeait. On remettait en question les radicaux, l'islam radical. Et donc, il nous a dit non.
Et comme on a refusé de décrocher les œuvres, il a dit qu'il reviendrait avec ses copains. Effectivement, il est revenu avec des copains, des gros baraquets avec de grosses barbes et tout pour nous faire peur. Mais bon, on était plus nombreux, donc ils n'ont pu rien faire. Mais ils ont attendu qu'on quitte les lieux pour venir saccager les œuvres, les brûler, etc. Et dès le lendemain, le ministre des Affaires religieuses est passé aux 20 heures, comme s'il était critique d'art, pour dire voilà, qu'on était des blasphémateurs, etc. Et à partir du moment où on dit que quelqu'un est un blasphémateur, on le condamne à mort. Voilà. Et donc des imams se sont mis aussi à émettre des fatwas collectives contre nous, à expliquer comment il fallait égorger correctement un artiste. Et le ministre de la Culture a porté plainte contre les organisateurs de l'expo pour trouble à l'ordre public. Donc on s'est retrouvés pourchassés par la police et par les barbus. C'était génial. Et à cause de rien. Hein. Et sachant qu'ils ne trouvaient pas d'œuvres qui dérangeaient réellement, qui pouvaient vraiment dire, ils sont allés chercher des œuvres sur Internet et ils les ont publiées, des œuvres qui n'étaient pas de l'expo du tout, hein, où on voyait justement le prophète, Mahomet, etc. Et ils ont dit voilà ce qu'ils exposaient. Donc ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout uniquement pour faire taire toutes les personnes qui ne pensent pas comme eux. Et ils vont trouver toutes les excuses possibles. Donc moi, à ce moment-là, je me dis, que je fasse ou que je ne fasse pas un dessin dérangeant, finalement, quand ils voudront me faire des problèmes, ils le feront. Ok, merci. Et Antoine, oui, vous vouliez peut-être, quand on avait parlé, on évoquait justement de ces limites admissibles. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu justement ce qu'on entend par ces limites? Oui, ce que Nadia partage avec nous, ça renvoie en fait à des règles dans la vie démocratique. Dans une vie démocratique, on a à la fois cette liberté chérie de nous exprimer, et même de nous exprimer avec des idées qui heurtent, qui choquent, qui inquiètent. C'est ça la liberté, c'est pas nous exprimer nécessairement gentiment en disant on est tous d'accord. Non, s'il y a des désaccords, c'est le débat démocratique. Donc, mais en même temps, dans une vie démocratique, on se respecte. On doit se respecter, on doit respecter les droits de l'autre personne. Donc ça pose une limite. Une limite qu'on dit admissible en droit, c'est-à-dire qui permet de restreindre un tout petit peu cette liberté d'expression. Mais attention, c'est pour respecter les droits d'une autre personne. C'est pas pour respecter une pensée ou une conviction de quelqu'un d'autre. Une pensée ou une conviction, etc., c'est pas un sujet de droit. Le sujet de droit, c'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est la personne. Chacun de nous est complètement libre, absolument, totalement libre de penser ou de croire ce que nous voulons. Ça, c'est la liberté d'opinion ou de conviction. Et il n'y a aucune limite. Quand on s'exprime, on peut, et on doit même, je dirais, débattre et donc critiquer même des idées ou des convictions complètement. La limite, c'est que je n'ai pas le droit de te dire que de te diffamer, d'inciter au meurtre ou à la haine contre toi, personne humaine. Les idées que nous avons, on doit pouvoir les débattre. Nos idées respectives, on doit pouvoir les débattre dans la limite de ne pas inciter à la haine, de ne pas diffamer. Je vais juste vous donner un exemple. En Birmanie, on a l'impression très loin. Vous ouvrez vos appareils, vous regardez vos réseaux et vous vous apercevez que, en fait, c'est ici, en Birmanie. Des généraux qui voulaient garder le pouvoir, et ils y sont d'ailleurs parvenus très bien, des militaires totalitaires qui se sont accaparés toutes les richesses du pays, qui tiennent, enfin très largement, qui tiennent le pays, ont utilisé
la liberté, ont abusé de la liberté d'expression pour appeler à la haine, en particulier contre une minorité, la minorité Rohingya, à la haine contre elle, au déchaînement de violence. Ils avaient une idée derrière la tête en utilisant la haine, hein. C'était conforter leur pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont utilisé cet instrument, hein. Mais ils l'ont fait. Et ils ont franchi la limite et ils l'ont fait de façon extrêmement grave. Parce que quand ils ont appelé à la haine, en fait, ils ont incité à un crime, parmi ceux que Jean-François évoquait tout à l'heure, au crime contre l'humanité, contre les Rohingyas. Un crime extraordinairement grave. Donc, vous voyez, il faut que vous ressentiez bien, que vous compreniez bien, vous, chacun, cette liberté, j'allais dire cet équilibre. Ce n'est pas un équilibre, c'est la liberté. Le principe, c'est la liberté, avec cette petite, c'est même pas une limite, on appelle ça une restriction de ne pas diffamer l'autre, appeler à la haine contre l'autre. Voilà. Et donc, on évoquait les limites, mais effectivement, dans les abus, on peut évoquer évidemment les réseaux sociaux qui permettent donc de faire circuler des fake news, des infos moins fiables et à une vitesse encore beaucoup plus rapide. Oui, effectivement, moi je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Donc le droit international et le droit français, hein, c'est la loi de 1881, le droit de la presse, est très clair, hein. On peut raconter tout ce qu'on veut, sauf diffamer quelqu'un d'autre, sauf l'injurier, provoquer à la haine, provoquer au crime et délit, divulguer le secret d'instruction dans le cas des procès, publier de fausses nouvelles et atteindre à la protection de l'enfance et à faire un usage illimité de la pornographie. Donc les choses sont très claires, hein. Mais cette loi de la presse en France, notamment, les réseaux sociaux n'y sont pas soumis. Et le danger qui nous guette tous, et le prochain chantier qu'il va falloir ouvrir, c'est d'encadrer la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Donc l'État doit faire sa part du travail, mais les réseaux sociaux, les GAFAM doivent également faire leur part du travail. Et puis nous tous, en tant que citoyens, nous devons être des citoyens en ligne aussi. C'est-à-dire qu'on doit apprendre, on doit éduquer, on doit ne pas raconter n'importe quoi, ne pas appeler à la haine, notamment sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé pour Samuel Paty, c'est ce qui s'est passé pour la jeune fille Mila qui a eu des tombereaux d'appels au viol, d'appels au meurtre, sous prétexte qu'elle s'était moquée de l'islam. Donc il faut faire très attention à ça, et ça sera vraiment le prochain challenge pour les juristes, pour les législateurs, de contrôler un petit peu ces réseaux sociaux qui aujourd'hui sont des débordements. C'est le meilleur et le pire, quoi. Donc il va falloir qu'on s'occupe un petit peu de tout ça. Et ce chiffre dont tu me parlais là, qui est dingue. Oui, en fait, il y a eu un... Vous voyez, les réseaux sociaux, vous utilisez quoi, vous êtes quoi sur Snapchat, Insta non, même pas. Non, rien du tout. Vous vous en méfiez? Non, parce que je vois des sceptiques. Bon, en tout cas, vous l'utilisez quand même beaucoup. Et il y a eu une mesure qui a été faite par le MIT, le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, qui est un centre de recherche extrêmement remarquable, et qui est parvenu à mesurer que sur les réseaux sociaux, l'information fiable, et on va venir tout de suite sur ce que c'est, circule 6 fois moins vite que l'information qui ne l'est pas. L'information qui ne l'est pas, c'est tout le reste. C'est la désinformation, donc volontaire, intentionnelle, c'est la propagande, c'est la communication, la pub, tout ça, en réalité, circule beaucoup plus vite. Et pourquoi, vous savez? C'est ce que montre l'étude, hein. On peut se dire, c'est les machines, c'est l'algorithme, c'est fait comme ça. Non, à cause de nous, à cause de chacune et chacun d'entre nous. Parce qu'en réalité, on va regarder beaucoup plus vite et on va être beaucoup plus intéressé par ce qui suscite l'incertitude, le doute et la peur. C'est ça qui nous attire d'abord. Donc on va cliquer plus, on va liker plus, on va, etc. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'information fiable, quand je dis information fiable, d'un point de vue de citoyennes, citoyens, voilà, c'est une information qui a été vérifiée. Si elle a comporté une erreur, elle va être
rectifier. Ce que je vous dis là, c'est des principes de base du journalisme. Donc une information fiable, elle n'est pas que journalistique, l'information fiable. Mais en tout cas, l'information journalistique est censée l'être quand c'est bien fait, quand c'est fait de façon professionnelle, c'est comme ça que ça doit être. Bon. Donc cette information fiable, ça veut dire une chose pour vous. C'est-à-dire que tout le temps, désormais, si vous ne le faites pas déjà, si vous voyez quelque chose, si vous lisez quelque chose, ah bon, vous le vérifiez. C'est une distanciation qui est indispensable, que chacune et chacun doit avoir par rapport à ce qu'on voit ou par rapport à ce qu'on lit. Le vérifier, c'est pas vous transformer en enquêtrice et en enquêteur. Hein. C'est d'essayer d'aller croiser avec une autre source. Par exemple, je ne sais pas, certains d'entre vous suivent Hugo Décrypte, j'imagine. Ou peut-être d'autres sources d'infos comme ça, peut-être pas encore sur les réseaux sociaux, mais voilà, à la télé ou sur Internet. Il y a un truc qui vous étonne, qui vous surprend, avant de grimper au rideau et de partir bille en tête, et surtout de le communiquer sur vos réseaux, dans vos groupes. Petite curiosité quand même. Mais c'est sûr ça ? Allez voir juste rapidement, comme tac tac, une source d'information que vous aimez, qui est fiable, qui est réputée, vous le vérifiez. Et si on fait ça, si on fait tout ça, déjà, on aidera beaucoup à limiter cette propagation de cette information non fiable qui va tellement vite, qui occupe tellement tout l'espace. Et vous avez compris, hein, ce n'est pas seulement du virtuel dans l'air, ça a des conséquences immédiates, tout de suite sur la vie de tous les jours. On évoquait Samuel Paty, mais les exemples sont quotidiens, très nombreux, ici et partout, et partout. J'en prends juste un. Au sein de l'Europe, hein, il y a une journaliste qui s'appelait Daphne Caruana Galizia à Malte. Le 16 octobre 2017, sa voiture a explosé à cause d'une bombe qui a été mise dedans. Elle a été tuée à cause de son travail de journaliste. Et nous, avec ses enfants, avec ses 3 garçons, on a essayé de remonter toute l'histoire et puis d'essayer de faire en sorte que ceux qui ont posé cette bombe, quels qu'ils soient, même s'ils sont hyper puissants, soient poursuivis en justice. Et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Le jour de son assassinat, vous savez combien de plaintes en diffamation avaient été déposées contre elle ? 42. 42 plaintes en diffamation, qui étaient des plaintes bidons en fait, hein, qui étaient des plaintes déposées par ceux sur lesquels elle avait fait son travail de journaliste et qui simplement voulaient essayer de la faire taire, mais ils n'y arrivaient pas. Et il y en a un dont nous pensons, et les juges sont en train, j'espère, de confirmer notre avis, il y en a un qui a décidé, un parmi les auteurs des plaintes en diffamation, qui a dit « Ah ben on n'y arrive pas, bon ben on va mettre une bombe sous sa bagnole, ce sera plus simple. » Voilà. Ces plaintes en diffamation, ce n'était pas que des plaintes en diffamation, c'était un univers d'insultes, de désinformation sur elle, sur les réseaux sociaux. Je vous passe les termes, c'est honteux. Mais voilà, des tombereaux sur les réseaux sociaux. Donc, je conclue avec ça. Il faut que vous appreniez la distanciation, concrètement. Pour vous forger votre avis, pour exister dans la vie, il vous faut des informations fiables, c'est fondamental. Et pour les avoir, que vous sachiez vous distancer de ce qu'on vous envoie en permanence et de ce que vous recevez en permanence. C'est bien de recevoir des choses, hein, mais il faut savoir s'en distancer. Merci. Ça me permet de rebondir avec vous, Nadia, parce que vous êtes aussi professeur et vous animez notamment des ateliers donc sur la pédagogie. Qu'est-ce que justement par rapport à vos dessins de presse, par rapport à la réflexion, qu'est-ce que vous dites à votre jeune public ou aux adolescents sur cette question-là de réseaux sociaux ou de croire ou pas croire Je fais partie d'une association qui s'appelle Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, qui a été créée par Plantu et Kofi Annan suite aux caricatures danoises du prophète il y a très longtemps. Et avec cette association, notre but, c'est déjà de venir en aide aux dessinateurs en danger à travers le monde. On est plus de 200 dessinateurs dans le réseau, mais c'est aussi une association pour la pédagogie, pour pouvoir
en fait, parler de toutes ces questions autour de la liberté, autour des limites de la liberté, autour de aussi les horreurs qui ont été perpétrées contre des dessinateurs en 2015, le 7 janvier, à Charlie Hebdo, et bien d'autres sujets, et d'aborder après, bien sûr, d'autres sujets, ça peut être l'environnement, ça peut être plein de choses, et j'ai l'occasion donc de faire plein d'ateliers dans des collèges, dans des lycées, mais aussi dans des centres de détention pour mineurs, dans des prisons que j'ai fait en Tunisie. Et le but, là, c'est montrer des dessins de presse et puis les décoder ensemble, essayer de les comprendre, parce qu'il faut de la pédagogie aussi pour comprendre un dessin. On n'est pas, quand on ne connaît pas le contexte du dessin, la date à laquelle a été fait ce dessin-là, où a été publié ce dessin, mais on peut passer à côté. Donc le but de ces ateliers, c'est pas d'apprendre à dessiner, c'est de dialoguer, de débattre, d'échanger et surtout d'écouter, de s'écouter les uns les autres, parce que on est dans un monde malheureusement où les murs n'arrêtent pas de s'ériger, d'être bâtis de partout et on s'isole. Puis si on met des murs entre nous, le but c'est d'abattre ces murs, c'est de déconstruire cette intolérance et d'essayer de pas forcément de changer d'avis ou changer d'opinion, mais en tout cas d'écouter l'opinion de l'autre et de la respecter, même si elle est différente de la nôtre. On a tous le droit de penser comme on veut. Et ça, dans le respect. Donc ces ateliers-là sont faits pour débattre, pour échanger, pour parler autour de plein de questions, pour dialoguer, et aussi pour dessiner, s'exprimer. Le public va produire des dessins autour de différentes questions, et je suis là pour les guider. Et donc, et je trouve ça génial parce que même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est toujours ça. Hein, et c'est pour ça que j'apprécie énormément d'être en contact avec un public jeune, parce que vous êtes beaucoup plus ouvert d'esprit que les adultes. C'est une évidence, restez comme ça, s'il vous plaît. Ne changez pas. Et donc là, on peut vraiment échanger. Et puis, voilà, le but, c'est ne plus se murer chacun dans son coin avec sa manière de penser. Parce que ça, c'est s'isoler. Et quand on s'isole, il n'y a plus de solidarité. Et je voulais ajouter un autre truc par rapport aussi au fait d'être... Quand tu disais, oui, il faut soutenir les personnes qui sont en danger, oui, c'est important. Que ce soit moi, quand j'ai eu des problèmes dans mon pays, ou même des amis dessinateurs qui ont été menacés, le fait d'avoir un soutien, que ce soit sur Internet, voilà, sur les réseaux, parce qu'il y a aussi de bons côtés au réseau, voilà, il y a cette visibilité, le fait de parler. Moi, par exemple, quand j'ai eu ces soucis en 2012, le fait d'avoir pu en parler dans les réseaux, et puis d'avoir répondu à des interviews qui me venaient de France, d'Italie, d'ailleurs. Donc il y avait le fait de médiatiser, ça fait reculer un peu les méchants, entre guillemets, parce que si ils peuvent travailler en toute impunité, tranquille, sans que personne ne soit au courant, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et donc soutenir les personnes qui sont en danger, c'est très important, même avec un mot, même en partageant l'information, c'est toujours ça, c'est important de le faire. Et je sais par exemple, d'après le témoignage d'une amie dessinatrice qui s'appelle Raima, qui est du Venezuela, mais qui a dû s'exiler entre-temps à cause d'un dessin, elle a eu des soucis dans son pays, et elle a été menacée. Et le fait de recevoir tous ces appuis, tous ces soutiens de l'étranger, ça lui a fait du bien moralement. On a besoin aussi de savoir qu'on n'est pas tout seul. Le fait de savoir que même les gens qui sont loin, qu'on ne connaît pas, pensent à nous et partagent l'info et essayent de nous aider par ce moyen-là, même si ça peut paraître ridicule, mais c'est quand même super important et psychologiquement, ça fait du bien. Merci. Et on va juste finir un peu sur la France, et puis après, dans 5 minutes, on va vous passer le micro si vous avez des questions. Voilà, juste un petit mot pour dire qu'on parle effectivement de la situation un peu partout, mais en France, effectivement, la liberté d'expression ou la liberté de la presse n'est pas non plus un sanctuaire, et rien n'est jamais acquis. Donc, on évoquait tout à l'heure Samuel Paty, le terrorisme, mais il y a aussi les manifestations en France où il y a eu quand même aussi quelques cas de journalistes un peu sermonnés. Donc, si vous voulez réagir sur ça. Alors, je laisserai
je te laisserai parler des journalistes. Nous, on est sensible au niveau d'Amnesty, c'est sur le droit de manifester, hein, qui est un corollaire au droit à la liberté d'expression. C'est-à-dire que je peux m'exprimer si je peux manifester pacifiquement. Et on se rend compte ces dernières années en France, depuis la crise depuis les Gilets jaunes, depuis les manifestations des Gilets jaunes et depuis les marches contre le climat, que ce droit de manifester est de plus en plus remis en cause. Hein. D'une part, par les violences policières, il y a l'utilisation des LBD 40, il y a l'utilisation des grenades de désencerclement qui sont véritablement des armes de guerre qui devraient être utilisées de façon nécessaire et proportionnelle, alors qu'on se rend compte qu'elles sont utilisées à tout le venant. Hein, il y a comment ça s'appelle, à Redon, il y a eu un techniparade qui a été, il y a eu une personne qui a eu la main arrachée, il y a eu des violences, il y a eu des personnes qui ont été blessées gravement. Donc il y a l'utilisation d'armes, véritablement d'armes de guerre, qui ne devraient pas être utilisées. Il y a des non-respect des procédures de désescalade par les forces de police. Hein. En cas de manifestation, il devrait y avoir des mises en place. Les forces de police devraient permettre d'apaiser un petit peu la situation si elle est violente, alors que c'est tout le contraire qui se passe en France, contrairement à d'autres pays du nord de l'Europe notamment. Donc ça, c'est les violences policières qui dissuadent finalement de plus en plus de personnes d'aller manifester. Il y a le phénomène de NAS aussi, où les manifestants se trouvent encadrés par les forces de police et ne peuvent pas quitter ce qu'on appelle cette NAS, donc ne peuvent pas revendiquer leur droit de manifester, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas participer à la manifestation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un corollaire au droit d'expression, mais c'est un corollaire très très important, et on assiste à une restriction de ce droit par la violence policière, mais également par le dévoiement des procédures pénales, puisque pendant les Gilets jaunes, pendant les manifestations des Gilets jaunes, 40 000 personnes se sont retrouvées en garde à vue pour des délits imaginaires presque, hein, délits de rébellion. C'est-à-dire que si on rouspète contre la police ou contre le gouvernement, ben on peut être accusé de délit de rébellion ou de détention d'armes par destination en vue de les utiliser lors d'une future manifestation. C'est-à-dire que si vous aviez un masque pour vous protéger des grenades lacrymogènes, ça pouvait être assimilé à l'utilisation d'une arme pour faire la violence, pour répandre la violence lors de la manifestation. Donc il y a un dévoiement des procédures pénales. Je vous dis encore, c'est inadmissible qu'on puisse se retrouver en garde à vue alors qu'on veut simplement manifester son désaccord par rapport à telle ou telle mesure. Il y a des mineurs qui se sont retrouvés en garde à vue sans que les parents soient prévenus. Ils l'ont été au bout de 24 heures, ce qui est, encore une fois, c'est vraiment ne pas respecter la Convention internationale des droits de l'enfant. Enfin, c'est vraiment illégal. Donc, du point de vue d'Amnesty, il n'y a pas une restriction forcément grave du droit d'expression, mais une restriction très importante du droit de manifestation, du droit de manifester pacifiquement, et nous sommes très vigilants là-dessus. Peut-être un mot pour ce qui concerne, dans ce contexte que tu poses, la situation des journalistes. Je le disais tout à l'heure, au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, la France est en 34e position. Donc c'est bien, mais enfin c'est pas formidable non plus. Et en particulier pour une raison depuis des années qui tient à la structure capitalistique des médias en France, des principaux en tout cas. La structure capitalistique, ça veut dire qu'il y a une concentration très forte de la propriété des médias entre les mains de quelques-uns. Et ça, vous comprenez que ça puisse poser un risque pour l'indépendance et l'indépendance éditoriale de ces médias. C'est une condition essentielle pour que ces médias puissent travailler de façon indépendante, faire leur boulot. Et là, il y a un risque qui existe auquel Reporters sans frontières prête une attention très particulière en France et dans le monde entier. Mais en France, c'est une des raisons importantes. L'autre raison importante est celle que tu viens de souligner, c'est-à-dire dans un contexte tendu ces dernières années, dégradé avec ces violences que tu as évoquées dans les manifs, ces abus que tu soulignais. Vous avez vu peut-être à quoi les journalistes étaient réduits pour faire leur travail dans ce contexte-là. Ils sont réduits à devoir prendre des précautions pour juste faire leur boulot sur une manif. Prendre des précautions, ça veut dire venir avec des gardes du corps, par exemple, pour couvrir la manif.
Pourquoi ? Parce qu'ils risquent de se faire taper dessus, parce qu'ils sont insultés, ils sont pris pour cible, il y a des insultes qui fusent. Les médias, c'est plus les médias, c'est les merdias. Et puis quand ça peut éventuellement devenir violent, à tel point que Reporters sans frontières a dû, depuis 2019, accompagner 18 journalistes dans des démarches de plainte pénale pour les violences qu'ils avaient subies pendant ces manifestations. Alors, assez largement de la part des forces de l'ordre, et il y a un vrai problème d'incompréhension sur le rôle de la presse et des journalistes par les forces de l'ordre qui s'est posé et qui a donné lieu à une réaction. Là, récemment, il y a eu une enquête officielle qui a été faite avec des très bonnes recommandations dont on espère qu'elles vont être prises en compte pour essayer de rétablir une compréhension et un dialogue et une compréhension sur les rôles de chacun et ce que doit être le rôle des journalistes dans des circonstances difficiles. Ils doivent pouvoir faire leur boulot, point barre, quoi, c'est tout. Bon. Et puis aussi de la part de mouvements sociaux qui assimilent la presse à tous les fléaux imaginables. Alors quand même, un dernier point, on n'est pas non plus en dictature. La dictature, c'est la Biélorussie dont je parlais tout à l'heure. Hein. Ici, c'est la liberté. C'est une liberté pour laquelle il faut se battre, c'est une liberté sur laquelle il y a en permanence, comme dans toutes les démocraties en réalité, des mises en danger des libertés. Et donc on doit en être conscient, on doit être vigilant, les soutenir. Rien n'est jamais acquis, mais ce n'est pas non plus la dictature. Et je voudrais juste terminer sur ce point en soulignant quelque chose que le gouvernement aurait pu faire. Et s'il l'avait fait, là, ça aurait été un très mauvais signe. Et il ne l'a pas fait. Quand il a instauré l'état d'urgence sanitaire, vous voyez, vous avez vos masques, il y a eu les cloisonnements, etc., il a décidé, il allait restreindre un certain nombre de libertés, hein, en disant, pour les droits collectifs, nous restreignons notre droit individuel à sortir de chez nous après 19h. Ou avant 6 heures du matin, c'est le cloisonnement. Ça, c'est une restriction de la liberté de mouvement au nom des libertés collectives. Il aurait pu restreindre la liberté de la presse au nom du droit à la santé. Par exemple, moi, je trouve que ça aurait été complètement évidemment... si, pour éviter que tout et n'importe quoi soit dit à propos des masques. Que les masques que vous portez, par exemple, ils donneraient le cancer. Que le vaccin ici, en fait, on implanterait un aimant, il aurait pu dire, pour éviter ça, je vais verrouiller. Mais évidemment, il ne l'a pas fait. Il n'y a pas touché. Au contraire, il a considéré que la liberté de la presse et que la liberté d'expression était indispensable pour que nous puissions bien comprendre et nous forger nos opinions sur quelque chose de compliqué. Hein. Mais il y a... Je termine juste avec ça. 147 États dans le monde, 147 autres États dans le monde qui ont pensé différemment, qui ont profité de la pandémie pour verrouiller la liberté de la presse, la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Donc, vous voyez, nous ici, il faut qu'on fasse vraiment la part des choses. Il y a ces situations, on doit être mobilisé. On n'est pas en dictature. C'est pas ça la dictature. Pas du tout ça la dictature. Merci. Alors, c'est le moment si vous avez des questions dans la salle. N'ayez pas peur. Alors, pour peut-être que ça vienne, je rebondis sur le blasphème dont on parlait tout à l'heure. Peut-être repréciser qu'en France, on a le droit. Alors peut-être expliquer ce que c'est que le blasphème dont vous entendez peut-être parler dans les médias parfois. Oui, la liberté d'expression, en droit international et en droit français, peut aller jusqu'à l'offense. On peut blasphémer, on peut se moquer d'un prophète, on peut se moquer d'un pape, on peut se moquer d'un membre du gouvernement, du président de la République. C'est la liberté d'expression va jusqu'à la liberté de blasphémer.
Mais certains pays, dans certains autres pays, c'est vraiment, comme vous le disiez, c'est vraiment, ça peut entraîner la peine de mort. Hein. La liberté qui est donnée en France, par exemple, le Pakistan ne peut pas les supporter. Il y a eu des manifestations contre les intérêts français au Pakistan, parce que pour eux, pour les Pakistanais, c'est impossible d'outrager, d'offenser le prophète, la religion, les mollahs, etc. Donc c'est vraiment très difficile la liberté d'expression, c'est la crête, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, et on est sur une ligne de crête. Il faut à la fois laisser protéger cette liberté d'expression, mais il faut à la fois protéger les personnes. C'est comme tu le disais tout à l'heure fort justement, c'est-à-dire que la liberté finalement s'arrête où commence celle des autres. Mais ça peut aller jusqu'à la liberté d'offenser, quoi. Tant qu'on n'appelle pas au crime, tant qu'on n'appelle pas à la haine contre une personne déterminée, on a le droit de s'exprimer et parfois d'offenser. Donc c'est toujours très délicat, c'est compliqué. Un comique, soi-disant comme Dieudonné, qui tape systématiquement sur les juifs, qui fait de l'antisémitisme militant, eh ben, il n'a pas le droit de s'exprimer de la sorte. Un journal comme Charlie Hebdo qui tape sur le pape le premier jour, la semaine d'après sur les imams, le troisième jour sur les bouddhistes, etc. Finalement, il ne fait qu'utiliser son droit d'expression, son droit à la satire et son droit au blasphème. C'est pas du tout, on n'est pas, encore une fois, la ligne de crête est parfois compliquée, mais on n'est pas du tout sur le même registre. Merci. Alors, est-ce qu'il y a un courageux ou une courageuse qui se lance sur une question qu'on n'aurait peut-être pas abordée ou un point que vous aimeriez souligner? Et ayez pas peur, il n'y a aucune question, il n'y a aucune mauvaise question. Vous avez évoqué le droit, Étienne Bénard. Vous avez évoqué le droit à la manifestation tout à l'heure, et donc vous nous avez parlé des armes militaires qui sont utilisées par la police, notamment les grenades de désencerclement, les LBD 40. Mais qu'en est-il des Black Blocs qui, eux, peut-être, empêchent réellement les manifestations de se passer de façon pacifiste? On ne peut pas nier qu'il y a une montée de la violence de certains manifestants, dont les Black Blocs. Mais le droit international, et il faut toujours se référer au droit international, n'empêche pas le recours à la force par les forces de l'ordre, justement. Hein. Mais encore faut-il que ça soit légal, c'est-à-dire prévu par la loi, que ça soit nécessaire. Donc si des Black Blocs attaquent un ministère, les forces de l'ordre doivent intervenir, c'est le principe de nécessité. Et le troisième principe, c'est le principe de proportionnalité. C'est-à-dire que si effectivement un ministère est attaqué, les forces de police peuvent arrêter ce phénomène, mais s'il y a des gens qui dansent, même si la manifestation, même si la soirée n'a pas été déclarée, utiliser des grenades de désencerclement, utiliser des gaz lacrymogènes alors qu'il fait nuit, utiliser mettre un système de NAS alors que les personnes n'y voient rien, que c'est la brume et peuvent se retrouver en danger, ça c'est non proportionnel. C'est-à-dire que les moyens utilisés ne sont pas proportionnels à l'effet attendu. C'est disproportionné. Le recours à la force est là disproportionné. Et c'est cette disproportion qui est incompatible avec le droit international. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que nous, on interdit, on demande à ce qu'il n'y ait jamais de recours à la force par rapport aux forces de l'ordre. C'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ça soit proportionné, que ça corresponde à la loi, contrôlé et nécessaire. Là aussi, hein, le droit c'est souvent un petit peu complexe. On est souvent sur des lignes de crête, et donc il faut bien savoir faire la part des choses. Et donc, en cas de violence de la part de certains manifestants, les forces de l'ordre peuvent recourir à la force pour qu'elle cesse. Et j'ajoute qu'en effet, il y a des mouvements, et c'en est un, qui, de mon point de vue, sont des vraies entraves à l'exercice de la liberté de manifester. Merci. Oui. Bonjour. Je voulais vous demander pour la carte de Reporters sans frontières, prenez-vous en compte l'autocensure des journalistes?
elle est dure à mesurer. Hein. Si tu as des indicateurs qui nous permettraient de le faire, à part bien sûr interroger les journalistes en disant alors Nadia, tu t'es sur une échelle de 1 à 10, tu t'es auto-censuré à combien la dernière fois? C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je sais, j'ai pas vraiment d'autocensure, mais c'est une question de timing. En fait, il y a des moments où j'ai envie de publier un dessin, mais quand je sens que l'atmosphère est super tendue, que les gens, on a subi quand même beaucoup d'horreurs, il y a beaucoup de sang qui a coulé, et donc des fois, je me dis, c'est pas aujourd'hui que je vais le publier ce dessin parce que les gens sont vraiment pas bien. Je le publierai dans 2 jours. Il peut attendre 2 jours et moi, mon but, c'est quand même qu'on comprenne mon dessin, qu'on ne passe pas à côté ou qu'on ne le prenne pas comme, comme quelqu'un qui est triste, qui n'est pas bien. Il y a un attentat, il y a eu des morts et que je viens faire un dessin comme si je le chatouillais, quoi. C'est peut-être pas le moment. Donc, oui, c'est peut-être de l'autocensure, je sais pas. Moi, je pense que c'est plutôt une question de timing et de me dire, je vais attendre que la tension baisse un peu pour que le dessin soit mieux compris. Mais non, je refuse d'être dans l'autocensure. Alors peut-être pour répondre honnêtement à ta question, c'est-à-dire les critères, les indicateurs retenus par Reporters sans frontières pour établir son classement, je vous invite tous ceux que ça intéresse à aller voir le site rsf.org où il y a une rubrique sur le classement qui explique toute la méthodologie. Et ce sont 7 indicateurs qui permettent d'évaluer l'environnement à l'intérieur duquel Nadia, les dessinatrices et dessinateurs de presse, les journalistes font leur boulot ou essayent de le faire. L'environnement. Et ces 7 indicateurs, je vous les dis rapidement, on mesure le pluralisme, c'est-à-dire le degré de représentation des opinions dans l'espace médiatique, c'est très compliqué. Deuxièmement, l'indépendance des médias, là aussi il y a une série de sous-indicateurs. Le degré, l'environnement et les conditions d'exercice des activités d'information. Quatrièmement, le cadre juridique, donc ce qu'on se disait tout à l'heure sur la loi, qu'est-ce qu'elle dit à propos de la liberté, à propos des restrictions admissibles, est-ce qu'elle fait pencher la balance du côté des restrictions plutôt que des libertés et comment. La transparence et les infrastructures et soutenant la production d'informations, et enfin les exactions, parce qu'on a aussi un baromètre permanent qui recense toute une typologie d'exactions. Alors l'autocensure n'est pas parmi les exactions. Les exactions, c'est ce que subissent les journalistes de la part de tiers, l'État ou des acteurs non gouvernementaux. Et après, on mélange tout ça avec des taux de pondération, et tout ça est expliqué sur le site, et ça donne le classement. Mais il n'y a pas, c'est pas non plus une formule magique. Hein. Tu verras, il y a une équation si tu vas voir sur le site, il y a une équation qui permet d'arriver au score final. C'est un échantillon à un instant T, à un moment donné. Et en réalité, quand on le rend public pour le 3 mai, pour la Journée mondiale de la liberté de la presse. Notre travail d'évaluation continue parce que c'est un processus permanent, ça change tout le temps, mais ça donne quand même une mesure importante. C'est vrai que c'est un outil de référence international important. Oui. Ok, merci. Alors bonjour, moi c'est Guissa Taher. Merci pour votre communication. J'aimerais savoir, qu'en pensez-vous de le statut du journaliste en zone de conflit armé? Supposons le droit international humanitaire considère le journaliste comme un civil. Alors, ne pensez-vous pas que le statut du journaliste devrait être différent de celui du civil, ne serait-ce pour sa protection? Voilà, merci. Tout le monde a bien entendu la question. Et en période de conflit armé, est-ce que la protection des journalistes est suffisante? Et merci beaucoup de l'avoir posé, parce que je partage l'inquiétude que je sens poindre derrière votre remarque ou votre question, c'est-à-dire que la protection des journalistes est très insuffisante en période de conflit armé. Les conflits armés, ils sont censés être régis par des règles
qui portent d'un côté sur la conduite des hostilités par les belligérants, par les parties au conflit. Il n'est pas permis de faire ça en principe, éventuellement faire si vous pouvez, mais il faut que telles conditions soient réunies. Bon, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de belligérants ne s'en préoccupent pas beaucoup de ce droit des conflits armés. Et il est régi aussi par ce qu'on appelle du droit humanitaire, qui sont des règles qui sont censées éviter de faire du mal aux personnes qui ne sont pas belligérantes, qui ne prennent pas part au conflit, qui sont les populations civiles. C'est la principale motivation de cette branche du droit. Parmi eux, en effet, le droit humanitaire ne reconnaît pas vraiment les journalistes autrement que comme étant parmi les populations civiles. Sauf une exception, mais qui est très rare désormais, en cas de conflit armé international, vous voyez, parfois, il y a des journalistes qui vont accompagner, on voit à la télé, par exemple, l'armée française. Donc, ils sont identifiés, presse, tout ça, et ils sont embedded, on dit qu'ils sont intégrés dans une unité combattante de l'un des belligérants pour rendre compte du point de vue de ce belligérant, en réalité, à travers les moyens du belligérant de la situation. Dans ce cas-là, les journalistes, le mot journaliste est prononcé en droit humanitaire. Mais c'est le seul cas. Il se trouve que les conflits armés internationaux, en fait, il y en a de moins en moins. 90% des conflits armés dans le monde ne sont pas des conflits armés internationaux, c'est des conflits armés internes, à l'intérieur d'un pays. Et là, journalistes n'apparaissent pas, c'est des civils. Or, l'exercice de la fonction journalistique, dans des conditions aussi difficiles en plus, est singulière. Ce n'est pas seulement un exercice civil comme vous et moi on le ferait. Ça suppose aller à la recherche des informations dans des conditions extrêmement difficiles. Ça suppose les vérifier. Ça suppose finalement aussi assumer une fonction sociale qui est nécessaire à notre démocratie, qui est nécessaire à nous individuellement. Et je pense aussi que la protection des journalistes dans ces conditions n'est pas proportionnée au risque qu'ils prennent pour réaliser cette fonction sociale. Il faudrait améliorer ça. Alors c'est très difficile parce qu'on ne réforme pas ces règles internationales facilement. Et ce qu'on essaye de faire à Reporters sans frontières, c'est de faire du changement en passant par les juges, en fait. On a des dossiers sur des cas de journalistes qui ont été victimes de crimes internationaux dans le contexte de conflits armés. On essaie de trouver les juges, des bons juges qui sont compétents pour connaître de leur situation. Et à travers la construction de ce qu'on appelle des précédents, d'essayer d'obtenir une meilleure protection internationale des journalistes en période de conflit armé. Merci. Est-ce qu'il y en a une dernière ou deux, si on peut déborder de 5 minutes? Là, ça va être une question assez personnelle par rapport à vous, ce que vous pensez. Vous évoquiez la question de l'expression sur les réseaux sociaux notamment. Et par rapport à cette question-là et à ce problème qui se pose, notamment des contenus haineux en ligne, comment vous verriez une législation, un encadrement pour éviter cette haine-là tout en respectant la liberté d'expression? C'est une question complexe et qui est ouverte. Vous n'avez sûrement pas la réponse, mais vous, plus personnellement, comment vous verriez ça? Merci. On commence à y réfléchir un petit peu sur la haine en ligne. Il y a 3 intervenants. C'est une réponse globale qu'on peut apporter. La première réponse, c'est l'État qui doit réglementer un petit peu tout ça. La deuxième chose, c'est les sociétés qui elles-mêmes doivent s'auto-réguler, sachant que leur modèle économique, c'est justement faire du buzz. Donc c'est très compliqué. Donc il faut à la fois l'État et puis à la fois que les systèmes s'auto-régulent en quelque sorte, même si c'est compliqué et que ça ne va pas dans leur sens économique. Et puis la troisième chose, c'est faire des citoyens en ligne, si on peut dire, c'est-à-dire expliquer, former, éduquer les gens pour qu'ils sachent quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir à raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et surtout des systèmes d'alerte. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes qui sont en face d'un contenu haineux, d'un contenu discriminatoire, d'un contenu antisémite ou raciste,
puisse alerter une autorité indépendante pour que cette autorité fasse pression sur les sociétés pour qu'elles enlèvent ce contenu haineux des réseaux sociaux. Donc il y a 3 acteurs, c'est une réponse globale et qui est en train d'émerger, qui est en train d'être réfléchie, mais aujourd'hui on est loin du compte, c'est clair. Vous pouvez là aussi aller jeter un coup d'œil sur le site de RSF. On est exactement dans le contexte que pose Jean-Claude. On porte 2 initiatives en ce moment, enfin depuis 2018, les 2 d'ailleurs, pour essayer de pousser à une régulation dans ce sens-là d'un côté. Ça s'appelle l'initiative pour l'information et la démocratie. Quand je dis on la porte, c'est-à-dire qu'il y a maintenant 43 États qui ont rejoint un partenariat pour l'information et la démocratie et qui donc prennent un certain nombre d'engagements qui ne sont pas du blabla seulement, qui doivent vraiment adapter leur législation nationale, etc. Et ce n'est pas que des États européens. Il y a 22 États sur 27 de l'Union européenne, mais il y a aussi l'Argentine, il y a la Tunisie d'ailleurs, il y a un certain nombre d'États qui s'y joignent. Et ça, c'est donc l'espèce de réponse un peu qui se veut globale et étatique. Essentiellement pour responsabiliser les plateformes. Dans le triptyque que tu évoquais avec les plateformes, l'État et nous, et chacun d'entre nous, le plus puissant, c'est les plateformes. Elles sont bien plus puissantes même que les États, que beaucoup d'États. Donc l'État peut dire, nous on peut appeler l'État à se bouger et éventuellement l'État il nous écoute et il se bouge, sauf que les plateformes elles sont plus fortes, donc si elles ne veulent pas se bouger, elles ne se bougeront pas. Donc il faut vraiment imaginer quelque chose qui les amène vers ce type de régulation. Et puis on a imaginé une autre solution qui s'appelle l'initiative pour la confiance dans le journalisme pour nous aider, nous, quand on regarde sur Internet, à discerner entre des médias, qui soient petits, grands, moyens, énormes, en France, en Colombie, n'importe où, qui s'astreignent au respect de méthodes journalistiques, et les autres. C'est un processus qui permet de certifier, entre journalistes, entre médias, de certifier des médias qui s'astreignent aux méthodes journalistiques de vérification, de rectification, etc. Et qui est en train ce processus est en train de se développer. Et j'espère que assez vite maintenant, vous pourrez y avoir accès, que ça vous aidera aussi, parce que dans le triptyque que tu évoques, il y a l'État, les entreprises, mais il y a nous. Et c'est vrai qu'on a un rôle majeur à jouer pour empêcher cette haine de se propager plus vite et cette violence et cette désinformation de faire une œuvre de destruction, quoi. Je rajouterais quand même que certains États ont trouvé la parade, c'est-à-dire que la Chine, par exemple, contrôle complètement les réseaux sociaux. On ne peut pas trouver le terme place Tiananmen sur les réseaux sociaux en Chine, par exemple. La place Tiananmen, c'est la place centrale de Pékin où il y a eu un massacre en 89 où des milliers d'étudiants qui manifestaient depuis des semaines et des semaines ont été écrasés par les tanks, ont été tués. Donc certains États totalitaires contrôle les réseaux sociaux. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est la liberté d'expression. On veut simplement qu'elle soit encadrée et simplement que les règles que je rappelais tout à l'heure du droit international soient respectées également sur les réseaux sociaux. D'où la difficulté de mettre en place quelque chose d'acceptable, disons. Et c'est toute la difficulté. Je crois qu'il y a peut-être la dernière. Oui, voilà. Alors bonjour à tous, Nadia, j'ai une question pour vous. Est-ce que quand vous avez publié un dessin un jour, vous avez eu peur, peur de quelqu'un ou peur de quelque chose? Alors, j'ai eu des soucis. Il y a un ex-député qui avait lancé une campagne de haine contre moi et j'ai eu des milliers et des milliers de messages assez atroces et de menaces et tout. Mais bon, ça restait un peu abstrait, parce que dans la réalité, je sortais, je faisais mes courses et tout. Et puis là, depuis des années que je dessine dans mon quartier ou même quand je vais dans les facs faire des conférences et tout, je discute avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Ils peuvent être un peu agressifs, mais on discute quand même, on y arrive. On n'est pas dans la violence on va dire, physique ou dans la menace claire. Donc quand je fais un dessin, moi, à la base, dessiner pour moi, c'est quand même un plaisir, quoi. C'est ma passion.
mon but, c'est de m'amuser quand même aussi. Et j'essaye d'utiliser l'humour aussi, parce que j'aime rire. Et donc, je veux préserver quand même cet espace, quand je dessine, comme quelque chose de positif. Et j'ai pas peur. Je pense pas à la peur, parce que la peur, ça paralyse. Et on ne peut plus rien faire quand on a peur. Je peux avoir peur, là, oui, dans une manif, avant de me prendre un coup de matraque ou un coup de bâton. Là, oui, j'ai peur dans une manif. Mais quand je dessine, non, j'ai pas peur. Et peut-être terminer justement sur votre projet de charte de dessinateur dont vous m'aviez parlé. Et alors en fait, c'est Xavier Gors, le dessinateur qui fait des pingouins, qui faisait des pingouins dans le journal Le Monde, mais plus maintenant, et qui en 2019, on s'était réunis avec Cartooning for Peace et d'autres dessinateurs à Addis Abeba lors d'un sommet de l'UNESCO à l'occasion de la journée de la liberté de la presse. Et Xavier Gors a donc fait une charte pour que le dessin de presse soit reconnu comme droit fondamental, et l'a soumise à l'UNESCO, et on attend encore aujourd'hui. Donc le but, c'est de pouvoir exercer son métier et qu'on ne soit pas inquiété pour un dessin, et que l'on puisse dessiner et dessiner avec irrévérence quand même. Et même si c'est toujours bienveillant, mais en fait voilà, faire reconnaître le dessin de presse comme un droit fondamental, et on espère que ça arrivera. C'était en 2019, donc on espère que ça sera protégé d'ici là, et que les dessinateurs par la même occasion seront protégés. Parfait, merci beaucoup à vous trois, et puis merci à vos interventions pertinentes et à votre attention.